Notre prochain échange, s'intitule Santé, je veux qu'on m'écoute. C'est le titre en fait de ce livre qui a été écrit donc par Gaby Bonan, qui est ici avec nous, et Étienne Cagnard, qui est également avec nous. Ce sont donc les co-auteurs de ce livre. Alors, peut-être qu'ils pourront nous dire chacun, c'est difficile de résumer leur CV, parce qu'en matière de santé et de protection sociale, ils ont tous les deux un passé important. Donc ce sont deux spécialistes, mais justement, ils vont vous expliquer pourquoi ce sujet ne doit pas rester uniquement entre les mains des spécialistes. Alors, Gaby Bonan, pourquoi avoir voulu écrire ce livre? Alors, peut-être prendre... Oui, bonjour. Alors, si on a voulu écrire ce livre, c'est pour favoriser un débat un peu plus citoyen sur les questions de santé. Et nos parcours, je ne veux pas rentrer dans le détail de nos parcours, mais Étienne, comme un acteur de la santé important, notamment dans le mouvement mutualiste, moi dans le mouvement syndical, on a souvent eu à traiter de ces questions et on s'est rendu compte qu'il était très difficile de sortir d'un débat technique ou de spécialiste quand on abordait les questions de santé ou financières. Et donc il nous est apparu que finalement la santé était un sujet où il était difficile de faire un débat citoyen parce que c'est un sujet qui à la fois renvoie profondément à l'intime et quelque chose qui aussi renvoie à l'organisation collective. Et que ça, c'est pas évident à mettre en débat. Et donc l'idée nous est venue de partir de ce que vivent les gens, c'est-à-dire de leur rapport avec l'organisation du système de santé, avec le système de santé, à partir d'épisodes très concrets, rechercher un médecin traitant, aux urgences, au travail, etc., etc. Et à partir de ces témoignages, on a voulu mettre des éléments de compréhension, des éléments pour comprendre, et puis regarder ce qu'on pouvait aussi améliorer comme piste. C'est pas un livre de sachant, c'est plutôt des propositions qui sont faites et qui sont mises en débat, parce qu'on est convaincu que le diagnostic sur le système de santé, on le partage beaucoup, c'est une organisation parfois, mais il n'y aura pas de solution, il n'y aura pas de transformation si ça ne devient pas un chantier qui doit être pris en main par les usagers et par les citoyens. Et donc, voilà, on a voulu faire ce bouquin qui part de la vie des gens, qui donne des clés pour comprendre, qui fait des propositions et qui veut permettre le débat citoyen très concret. Vous dites que finalement, sur ce sujet qui concerne tout le monde, puisque tout le monde est concerné par la santé, finalement, les gens se mobilisent assez peu, contrairement à d'autres causes sociales. Oui, alors on dit qu'ils se mobilisent assez peu, ou bien alors ça sera sur la fermeture d'un hôpital ou fermeture d'une maternité, ou bien alors ça sera en réaction parce qu'il y a un médecin qui part. Mais bien souvent, ces mobilisations, c'est des mobilisations réactives qui ne suscitent pas forcément des réponses collectives et qui ne vont pas forcément non plus mettre en évidence les contradictions. Je pense à des exemples très concrets. On verra parfois des gens dans un territoire se mobiliser contre une fermeture de maternité, mais on s'apercevra aussi que dans cette zone-là, les femmes ne vont pas accoucher dans cette maternité, parce que la maternité ne paraît pas assez sûre. Donc il faut faire apparaître dans le débat les différentes contradictions qu'il y a dans ce système. C'est ça qu'on a voulu. Alors, Étienne Cagnard, pourquoi, d'après vous, justement, ces discussions, ces choix, ces décisions qui sont prises sont un peu confisquées au public? Est-ce que c'est toujours le domaine des spécialistes?
Je ne vais pas vous donner d'explication parce que c'est la posture exactement inverse qu'on a choisie avec Gabi, c'est d'essayer de comprendre pourquoi il y a ce décalage plutôt que de se dire finalement les décisions ne correspondent pas à ce qu'attendent les citoyens ou les citoyens ne comprennent rien aux enjeux de santé publique. Parce que c'est parfois le sentiment qui prévaut des deux côtés. Donc le choix qu'on a fait, finalement, il est assez simple. Il est de se dire, on observe sur le terrain, mais dans nos réactions individuelles aussi. On sait très bien que même les gens qui sont baptisés d'experts ou les médecins santé ont un comportement personnel qui ne correspond pas toujours à ce qu'il faudrait faire. Prenons l'exemple de la vaccination, et je ne parle même pas de la population en général, mais même des médecins. Les médecins expriment des doutes sur l'efficacité de la vaccination dans la même proportion que la population générale. Donc on voit bien que dans nos pratiques, il y a un écart. Donc ce qu'on s'est dit, c'est finalement, et moi je suis parti de l'expérience que j'avais eue d'animer les États généraux en 1998 de la santé, qui ont été extrêmement productifs et extrêmement décevants. Extrêmement productifs parce qu'il y a un grand débat, extrêmement décevant parce que la sortie, ça a été la loi droit des malades, qui est une avancée considérable, mais on est encore dans l'antagonisme, c'est-à-dire on oppose les droits des malades à l'offre qui existe. Le problème, c'est d'essayer de faire converger les deux. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a pris des sujets extrêmement concrets. Comment vit-on avec un enfant handicapé? Comment gère-t-on le passage de nos parents en EHPAD? Comment réagit-on à l'annonce d'une maladie grave et à la difficulté de faire un choix sur le parcours quand on manque d'éléments d'éclairage? Pourquoi va-t-on davantage aux urgences qu'il serait nécessaire de le faire? Et sans porter de jugement, on s'est dit, essayons d'analyser les raisons qui conduisent à se conduire ainsi. Et puis derrière, confrontons-les à ce qu'on voudrait, ce qu'on devrait, ce qu'on pourrait, ce qu'il faudrait faire. Et c'est extrêmement intéressant parce qu'on voit bien que derrière ce que les pouvoirs publics qualifient parfois d'irrationalité de la population, c'est des comportements beaucoup plus rationnels. Prenons l'exemple des urgences, j'en parlais il y a quelques minutes. Quand on regarde de près les raisons pour lesquelles les gens appellent les urgences, c'est finalement ont envie d'être pris tout de suite, même en pleine nuit, même pour des choses qui ne paraissent pas très graves. C'est parce qu'ils ont peur de ne pas avoir d'autres recours. Il y a des expériences qui ont été menées très intéressantes. Quand on rappelle systématiquement, 10 minutes après, quelqu'un qui a appelé les urgences en lui disant, un médecin au bout du fil, je vous rappelle dans 10 minutes, vous pourrez me dire comment vos symptômes ont évolué et on pourra prendre une décision. Très souvent, la personne est rassurée et n'est pas tentée d'exagérer ses symptômes pour être prise en charge. Et on voit bien que c'est des phénomènes finalement très humains, très simples, très concrets, qu'il faut analyser, qu'il faut comprendre. Donc voilà, on a choisi d'ouvrir le débat parce que ça nous paraît absolument indispensable de comprendre et de respecter, ça c'est extrêmement important, ce que ressentent les gens. Quand Gabi soulève la contradiction entre nos pratiques individuelles de recours à un service de soins contre lequel on s'élève si une fermeture est envisagée, il faut comprendre que derrière, ce n'est pas seulement le fait d'avoir besoin d'avoir une maternité à côté de chez soi, mais c'est aussi un environnement de service public. Et la santé, c'est quand même une des manifestations du vivre ensemble les plus importantes. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que, en cas de pépin, si on est dans un environnement où il y a un réseau d'offres de santé, c'est rassurant. Donc il faut réfléchir à tout ça et puis essayer d'imaginer des réponses qui soient adaptées, supportables, faisables et qui correspondent aussi aux attentes des professionnels de santé. On y reviendra peut-être. Alors, vous aurez l'occasion de voir dans le livre, il y a effectivement beaucoup de témoignages, mais également il y a des exemples de choses qui marchent. Des exemples où on a pris le problème peut-être un peu différemment en écoutant un peu plus ce que les patients, ce que le public a à dire. Est-ce que vous pouvez nous en citer? Oui, alors... Oui, on prend l'exemple c'est un exemple, mais l'exemple de Cran-Renazé, une maison de santé, une maison pôle de santé,
qui sont partis, qui ont inventé des réponses à leur situation. À un moment donné, pas refaire l'histoire, ça a duré plus de 15 ans. C'était au moment où il y a eu une fermeture d'hôpital envisagée. Il y a eu une mobilisation à la fois de la directive d'hôpital et des médecins généralistes, dont un des élus, et ont essayé de construire une réponse adaptée pour d'abord s'opposer à la fermeture et après organiser peut-être l'hôpital plus en lien avec la médecine de proximité. Et ce qui est intéressant, quand on les écoute, il a fallu surmonter beaucoup de problèmes. La directive d'hôpital disait, par exemple, quand moi j'ai travaillé avec les généralistes de secteur privé, je me suis fait engueuler par mes pairs qui ne comprenaient pas que je puisse travailler avec des libéraux. Et le médecin libéral qui travaillait avec l'hôpital disait, moi, quand je dis que je travaille avec l'hôpital public, on me dit, mais qu'est-ce que tu vas t'emmerder avec des gens de l'hôpital public? Donc ils ont dépassé ça pour se dire, nous, notre réponse, c'est pas le statut, notre réponse, c'est les 30 000 habitants du coin qui ont besoin d'une réponse santé. Comment on peut mieux l'organiser? Alors, ils ont travaillé, beaucoup travaillé, à tel point qu'ils ont mieux organisé leur offre de soins. Ils ont construit une maison de santé et un pôle de santé adossé à l'hôpital. Ils ont mis dans le coup l'ensemble des professionnels, infirmiers, kinés, etc. Aujourd'hui, ils disent avoir une offre attrayante. Ils ont mis les usagers aussi dans le coup. Un chiffre, de 2010 à aujourd'hui, il y a eu 16 départs de professionnels de santé sur l'ensemble du territoire, 30 000 personnes, et il y a eu 32 arrivées. Donc ils ont augmenté leur offre de soins. Et moi, j'ai été échangé avec des infirmières, avec des jeunes professionnels qui disent, eh bien, nous, on n'a pas envie de partir d'ici. Parce qu'aujourd'hui, on est passé d'une logique où finalement, chacun était dans notre coin, où on attendait un peu le patient, à une logique où on s'est dit, ensemble, on a 30 000 habitants sur le territoire, comment on prend en compte leur santé et comment on essaie de répondre à leur santé, y compris... Ils savent très bien qu'il n'y aura pas de spécialistes qui viendront s'installer dans ce coin-là. Et ils ont organisé ce qu'ils appellent des consultations avancées avec des conventions avec des cabinets d'Angers, de Nantes, de Laval, pour qu'il y ait des permanences à la maison de santé quand il y en a besoin, plusieurs fois par semaine, etc. Et donc, ils ont des conventions avec des cardiologues, avec des pneumos, avec de la psy, etc. Et donc voilà, ce sont des réponses. Alors, je ne dis pas qu'on ne le met pas comme modèle. On le dit, voilà, il y a des réponses à inventer, il y a des choses qui ont marché, ou aussi on fait état du centre de santé sur la région parisienne aussi, où des médecins interrogés nous disent, depuis qu'on est salarié dans le centre de santé, il y en a une qui m'a dit, depuis que je suis salarié, j'ai l'impression d'avoir retrouvé ma liberté. En disant, voilà, maintenant je suis salarié du centre de santé, je passe tout mon temps à mon activité de médecin. Je ne passe plus de temps à faire de la paperasserie, etc. Tout mon temps, je le passe comme médecin et j'ai retrouvé de la liberté parce que je ne suis plus pressé par tout l'environnement. Je prends le temps qu'il faut pour accueillir un patient et je prends le temps de l'écouter. Je ne suis plus pollué par, quand je suis dans un cabinet libéral, il faut que je fasse tourner ma boutique, etc. Et donc, voilà, ce qui veut dire aussi qu'y compris sur la médecine libérale et la manière d'exercer, ne soyons pas, il n'y a pas, n'en faisons pas un tabou. Vous dites justement, à plusieurs reprises dans le livre, vous faites remarquer qu'effectivement, il faut tenir compte des aspirations des médecins, ou des différents corps des différents métiers qui sont concernés, on ne travaillera plus de la même façon, ils n'ont plus envie de travailler de la même façon, et vous dites qu'il faut mettre fin un peu à la nostalgie du médecin de famille qui était là du matin au soir. Il faut oublier ça, et que maintenant ça va s'organiser aussi en tenant compte de nouvelles aspirations. Oui, effectivement, on sait qu'aujourd'hui, alors les nouvelles générations de professionnels, il y a une féminisation aussi importante du corps médical et des médecins qui induit ou qui génère d'autres attentes dans la manière de travailler. Il y a aussi
des médecins ont dit souvent qu'il y a aussi besoin, ils sont sécurisés aussi de pouvoir échanger avec d'autres sur des diagnostics parfois difficiles et donc le pouvoir côtoyer d'autres professionnels, c'est plus intéressant et c'est motivant. Ou bien d'autres aussi disent, nous, depuis que je travaille davantage avec les infirmiers, les kinés, j'ai une autre image aussi de notre complémentarité. Et donc on voit bien que tout ça génère d'autres façons de travailler où les gens ne veulent plus travailler seuls dans un cabinet, isolés. Ils veulent effectivement beaucoup plus travailler avec d'autres. Et j'allais dire que ça change un peu aussi les choses en ce sens où on passe plutôt d'une logique où, ce que je disais tout à l'heure, où le médecin pouvait attendre un peu le patient à une volonté de prendre en charge la population d'un territoire en mettant aussi l'accent sur la prévention. Je reprends l'exemple de Cran-Renazé. Depuis 3 ans maintenant, ils travaillent avec les associations et chaque année, ils ont des priorités de santé publique sur le territoire. Et l'an dernier, il y a 2 ans, ils ont pris santé, activité physique et nutrition. Et ils ont mis aussi dans le coup toutes les associations pour travailler sur cette question-là. Donc ils ne se sentent pas simplement responsables pour soigner, ils se sentent aussi responsables d'une population, y compris pour prévenir. Comment est-ce qu'il est possible de s'inspirer de ces démarches qui fonctionnent pour pas forcément en faire pas un copier-coller, mais en tout cas pour diffuser ces réussites? Il faut faire confiance aux acteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un système dans lequel on a l'impression que si tout le monde n'est pas traité de la même façon, au moins en théorie, on porte atteinte à l'égalité. C'est comme ça, par exemple, qu'on continue à avoir une convention nationale qui fixe des tarifs théoriquement uniformes pour toute la France, quelles que soient les conditions de travail des médecins, le coût de leur pratique. Et puis, comme derrière, ça ne peut pas marcher, on accepte les dépassements d'honoraires qui créent des inégalités absolument marquantes et très importantes d'accès. Ça, c'est l'illustration parfaite de l'hypocrisie de notre système dans lequel on privilégie l'égalité de droit à l'égalité de fait. C'est-à-dire que, en théorie, on a tous accès à un médecin à des tarifs opposables. Dans les faits, il y a des endroits où personne ne respecte les tarifs sectoriels et il y a même des endroits où vous n'avez pas de spécialistes. Donc, l'égalité est totalement bafouée. Alors, que faut-il faire ? Pas très simplement faire confiance aux acteurs. Ce que Gaby racontait, on voit bien que les aspirations des médecins, les conditions d'exercice, elles ne sont pas les mêmes selon les territoires. Et il est complètement illusoire de penser qu'on va imposer un modèle, que ce soit les maisons de santé, que ce soit, peu importe le modèle choisi, de façon uniforme partout. Par contre, il faut faire confiance aux gens. Il y a sur le terrain des innovations extraordinaires. Sauf que quelle est la culture française très centralisatrice ? C'est-à-dire une innovation ou une expérimentation, elle ne peut perdurer que si elle est généralisable. Or, il y a des expérimentations qui ne sont pas généralisables parce que l'organisation des soins locaux n'est pas la même, parce que, prenons l'exemple des hôpitaux locaux. Alors, très très intéressant parce qu'on a des grands débats en disant qu'il faut fermer des hôpitaux parce que une proximité avec un seuil d'activité insuffisant, ça ne garantit pas la sécurité. Ce qui est totalement vrai quand on parle par exemple d'opérations chirurgicales ou de naissance, pour reprendre de maternité. Par contre, on voit bien qu'un généraliste, quand il y a une population âgée qui traverse une crise diverse et variée, c'est extrêmement difficile de prendre en charge en maintenant à domicile. Vous avez les hôpitaux locaux, les anciens hôpitaux ruraux qui ont été reconvertis, dans lesquels, très souvent, les salariés sont à mi-temps libéral, à mi-temps dans les hôpitaux locaux. Quel est l'énorme intérêt ? Parce que pour un médecin généraliste, un de ces patients qui traverse une période difficile, il peut être hospitalisé dans un hôpital avec très peu de moyens, très peu de plateaux techniques, mais un environnement médical quand même rassurant, pas de rupture
avec le médecin traitant et la possibilité de gérer des épisodes un petit peu difficiles qui ne nécessitent pas forcément une hospitalisation. Pour reprendre un autre exemple chez les personnes âgées, les consultations chez un spécialiste, quand vous avez une personne âgée en EHPAD, qui est parfois dépendante, qui ne peut pas se déplacer facilement. Personne ne mesure quel est le traumatisme d'un transfert à l'hôpital, d'une attente parfois pendant des heures dans les couloirs, de l'examen d'un médecin qui n'a pas le temps de vous recevoir, qui vous regarde rapidement entre deux portes, on ne sait même pas quelles sont ses conclusions. Il y a des expériences qui ont été menées par la Mutualité dans les Côtes-d'Armor, pas très loin d'ici, de téléconsultation. Qu'est-ce qui se passe? Beaucoup disent les téléconsultations, ça nuit à la relation humaine, il n'y a pas de contact, etc. C'est une absurdité. Ces téléconsultations, comment est-ce qu'elles étaient bâties? Avec le généraliste à côté de son malade, en lien avec un spécialiste à l'hôpital. C'est-à-dire que non seulement ça avait un intérêt pour le patient qui n'était pas déplacé, qui avait un médiateur entre le spécialiste et lui-même, qui était son généraliste, qui connaissait, qui peut lui expliquer. Et pour le généraliste, ça lui permet de se former en comprenant les raisons de la décision du spécialiste, alors que d'habitude, il ne sait même pas ce qui s'est passé. Au mieux, il a un courrier. Des expériences comme celle-là, elles ne sont pas généralisables du jour au lendemain partout. Elles sont financées en général par des crédits distribués par les agences régionales de santé. Et puis au bout de quelques années, ça s'arrête parce que ce n'est pas généralisable. Donc faisons confiance aux acteurs, permettons-leur de développer des expérimentations qui vont se pérenniser, acceptons d'imaginer des financements un peu différents et jugeons sur les résultats. Encore une fois, la culture française qui consiste à dire la même chose pour tout le monde, il y a des droits, donc finalement circuler, il n'y a rien à voir, l'égalité respectée, c'est un non-sens en organisation de la santé. La santé, c'est trop complexe pour être réduit à un mode d'organisation uniforme. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non. Alors moi, j'ai une dernière question peut-être. J'aurais voulu savoir comment est-ce qu'on favorise l'intervention du public, des patients en fait, parce que eux se sentent pas forcément la légitimité d'intervenir dans ce débat. Comment est-ce qu'on fait en sorte qu'ils interviennent et qui... Moi, je pense qu'il faut multiplier les modes d'intervention. Je faisais allusion aux États généraux de la santé tout à l'heure et à la loi droit des malades qui a suivi, dans laquelle est organisée la représentation des usagers. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des associations, il y a une représentation des usagers dans les hôpitaux, dans tous les établissements. C'est effectivement un moyen. Il y a des associations de malades qui peuvent effectivement parler au nom d'une communauté qui est atteinte par la même pathologie. Mais il faut aussi, derrière cette organisation un peu structurée, que les collectivités territoriales s'engagent. Elles le font d'ailleurs de plus en plus. C'est très intéressant quand on regarde les communes, par exemple, qui ont normalement pratiquement pas de compétences en matière de santé. Ça devient un acteur de plus en plus vivant. Pourquoi? Précisément parce que dans les municipalités, on entend les attentes de la population et on sait que la réponse, elle doit être très très pragmatique. Et très souvent, aujourd'hui, les municipalités accompagnent l'initiative en associant les patients. Donc, je crois que là-dessus, il faut être très très clair. On ne fera pas évoluer les choses sans associer ceux pour qui le système est fait. Et c'est vrai même dans les domaines sur lesquels on est prudent, parce qu'on dit par exemple en santé mentale, la représentation des usagers, c'est pas facile. Si, ça marche très bien. Pendant très longtemps, on s'est contenté de la représentation des familles. Et puis aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il faut écouter les principaux intéressés. C'est pareil pour le handicap. C'est vrai dans beaucoup de domaines. Là-dessus, il faut oser comprendre que l'opinion des principaux intéressés, ceux pour qui le système est fait, est importante, même si elle est difficile à recueillir. Oui, une conclusion. Juste un petit point. Je ferai la différence entre plusieurs représentations des usagers. Il y a la représentation des usagers ou des citoyens qui se sentent concernés par une offre de soins. Et pour reprendre l'exemple d'Étienne,
pour en vivre une un peu actuellement, une expérience. Il est très important aussi que les réponses par rapport à des questions qui sont posées sur les territoires, que les réponses soient des réponses collectives, où les professionnels soient associés. Parce qu'on a vu aussi des communes monter des murs, enfin des jolis murs, des jolies maisons, et puis avoir aucun médecin à mettre dedans, parce que l'offre n'a pas été conçue avec eux. Donc il faut travailler avec eux, avec les usagers. Il faut savoir ce que l'on veut sur une commune, sur un territoire, comme offre de soins. Et puis, donc il y a cette représentation-là, et puis il y a la représentation des usagers du malade. Et là, je vais reprendre un peu l'expérience de Cran-Renazé, où ils ont mis en place des systèmes, et c'est intéressant, ils ont même un système qui permet, au moment où le patient, dans des phases un peu chroniques, importantes, c'est-à-dire une hospitalisation lourde ou un retour à l'hôpital après, ils ont mis en place un système où le patient peut se faire représenter par un père, qui est dans l'association des usagers, pour mieux comprendre ce que va dire le professionnel. Et il va débriefer avec lui en disant, écoutez, voilà, est-ce que vous avez bien compris ce que vous a dit le médecin? Voilà. Donc il y a à la fois la représentation des usagers et du citoyen dans l'organisation de l'offre, et il y a la représentation du patient qui est engagé dans un protocole. Et d'ailleurs, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle le patient expert, c'est-à-dire que c'est celui qui finalement est très connaisseur de sa pathologie, qui peut aussi être intéressant à entendre dans des protocoles et dans la définition de protocoles. Voilà. Bien, alors juste une question très rapidement, parce qu'on a... Ah, alors attendez, la dame avait demandé tout à l'heure. Je travaille dans la santé, c'est un sujet qui me passionne. Je pense que ce serait bien qu'on fasse, dans les prises de décision, que tous les membres de la santé, quelle que soit la hiérarchie, soient dans les prises de décision. Il n'y a pas que on doit avoir les administratifs, les médecins, mais on doit avoir aussi les infirmières, les aides-soignantes, les ASH. Et je voudrais vous demander par rapport à une question. Vous savez qu'il y a la signature des 10 000 médecins, la signataire de l'arrêt de tout ce que leur travail administratif en ce moment, au niveau national. Et là, c'est en train de bouger, parce que c'est vrai qu'il y a un malaise au niveau de la santé aujourd'hui. Il faut vraiment que, quand vous dites patient expert, j'aurais envie de dire aussi infirmière expert, ASH expert, AS expert dans les prises de décision. Oui, non, allez-y, répondez, on va pas... on est déjà très en retard. Sur la façon de prendre des décisions qui impliquent les professionnels. Prenons l'exemple de l'hôpital, parce qu'effectivement, il est dans l'actualité avec la démission des fonctions administratives d'un certain nombre de professeurs. Moi, je suis frappé par le discours qui oscille d'un côté à l'autre depuis quelques décennies. Il y a des moments où on a dit il faut donner le pouvoir aux médecins. Bon. Et en niant un petit peu les contraintes économiques qui peuvent exister. À d'autres moments, c'était sous Sarkozy, on a dit il faut un vrai patron à l'hôpital, il faut que le directeur d'hôpital soit le patron. Ce qu'on oublie complètement, c'est que l'organisation de l'hôpital, c'est quelque chose de complexe. C'est à la fois une entreprise dans la mesure où elle produit des soins, c'est en même temps évidemment un service public extrêmement présent, et on a des rigidités qui conduisent par exemple à avoir un directeur d'hôpital à qui on demande d'équilibrer des comptes, mais il n'a aucune maîtrise sur la politique du personnel, sur les salaires, sur le prix de sa production, voire sur les choix de son organisation. Donc finalement, qu'est-ce qu'il fait pour répondre aux contraintes économiques? Il joue sur les petits éléments qui ne sont pas structurants, mais qui bousillent la vie des professionnels à l'intérieur de l'hôpital. Et c'est ça l'origine du malaise. Prenons un exemple simple. Pardon. Les anesthésistes, qui sont devenus un personnage central et clé dans l'hôpital. Pourquoi? Parce que
on réduit les durées d'hospitalisation, on fait de plus en plus de chirurgie ambulatoire et s'il n'y a pas d'anesthésiste, il n'y a pas d'opération, il n'y a pas de revenus pour l'hôpital. Les anesthésistes dans le privé gagnent entre 2 et 3 fois ce qu'ils gagnent à l'hôpital. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous avez un mouvement massif d'anesthésistes du secteur public qui se mettent à mi-temps et qui se louent l'autre mi-temps dans les mêmes hôpitaux publics à 3 ou 4 fois le tarif de... Ça veut dire quoi? Je porte encore une fois pas de jugement sur cette situation, sauf qu'elle révèle la rigidité du statut de la fonction publique hospitalière, l'impossibilité de s'adapter à une offre, et on se retrouve encore une fois, parce que c'est très intéressant cet exemple des anesthésistes, il y a une circulaire du ministère récemment disant aux hôpitaux, il faut plafonner le prix auquel vous pouvez payer des anesthésistes auxquels vous avez recours de façon épisodique. Bon, qu'est-ce qui se passe? Quand dans une région, un hôpital a dépassé ce prix, tous les autres le dépassent derrière parce qu'il faut bien fonctionner. Et donc on voit bien qu'il faut complètement réinverser la situation. Il y a des exemples d'hôpitaux. Il y avait dans la presse la semaine dernière un article sur l'hôpital de Valenciennes. Il y a l'hôpital de Poitiers, pas très très loin d'ici, qui est aussi un bon exemple. Ce sont des hôpitaux à l'équilibre, qui ont plutôt moins de difficultés que d'autres à recruter des professionnels, parce qu'ils ont réussi effectivement à davantage associer les professionnels à la gestion. Mais associer les professionnels à la gestion, c'est pas ce qu'on fait à certains endroits. C'est-à-dire un directeur qui dit au chef de service, vous vous débrouillez, voilà votre budget, et à la limite, c'est un déport de responsabilité sur quelqu'un qui n'a pas plus les moyens de les exercer. Donc c'est vraiment un sujet pour moi, celui qu'on voit à l'hôpital, qui est très révélateur de la crise organisationnelle, beaucoup plus que d'un manque de médecins, d'un manque de moyens. On manque évidemment de moyens à certains endroits, mais il y a d'autres endroits où on en a suffisamment. Un chiffre que personne ne connaît. Tout le monde dit sur les urgences, c'est une catastrophe, ça a augmenté de façon considérable et on ne peut plus fonctionner. Non, c'est un problème d'organisation. Entre 2005 et maintenant, les budgets des urgences et les moyens en personnel ont exactement suivi en moyenne, ce qui n'est pas vrai évidemment hôpital par hôpital, le flux d'augmentation des urgences. Mais le problème, c'est un problème d'organisation. Donc encore une fois, faisons confiance, levons les obstacles. Il y a des services d'urgence qui fonctionnent très bien, parce que c'est un problème de répartition, c'est un problème de moyens. Et il y a des professionnels en très grande souffrance. C'est pour ça d'ailleurs que dans le livre, on a voulu aussi, de ce point de vue-là, pas être manichéen, pas tomber dans la facilité, mais faire aussi un chapitre sur la souffrance des professionnels, parce que les professionnels de santé ont rarement choisi ce métier par hasard. Et la plus grande souffrance, c'est le manque d'autonomie et le sentiment de ne pas pouvoir faire ce qu'on voudrait faire quand on a choisi un métier. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très profond et de très important dans notre système.